Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 4 décembre. Les maires de 277 communes réunis dans un contexte de réduction drastique des dotations de l'État. C'est le 69e congrès des maires d'Indre-et-Loire. Nous les avons suivis tout au long de la journée. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, y est attendue demain. Le CETRA, Centre de traitement et de régulation de l'alerte, sa mission, réceptionner les appels d'urgence aux pompiers et au SAMU. Et puis le TVB n'a rien pu faire face à Ankara hier soir en Ligue des Champions. Les Tourangeaux se sont inclinés 3-7-1. Le résumé de la rencontre à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Réforme territoriale et finances au menu du congrès des maires d'Indre-et-Loire aujourd'hui, qui s'est déroulé au Vinci à Tours, 69e congrès pour les maires des 277 communes. Ils se sont réunis dans un contexte de réduction drastique des dotations de l'État, 11 milliards d'euros sur 3 ans, et cela commence dès 2015 avec 3,7 milliards d'euros en moins. L'heure est donc aux enjeux, mais surtout aux perspectives. Florent Carrière. L'investissement au cœur de ce congrès des maires d'Indre-et-Loire. Oui, les ressources sont en baisse. Oui, les charges augmentent pour les communes. Mais non, la baisse de l'investissement n'est pas une fatalité pour Marc Bourgeois, patron d'une société de conseil aux collectivités locales, le monsieur expert de ce congrès des maires. Transmettre aux générations futures un patrimoine routier ou bâtimentaire en mauvais état, ça coûte beaucoup plus cher que de transmettre une dette avec un faible taux d'intérêt. Donc actuellement, les taux d'intérêt sont très bas, historiquement bas. Intercommunalité, mutualisation des services, fusion des communes et non remplacement des départs à la retraite. Autant de points mis en avant pour compenser la baisse des ressources pour les communes. Réponse de deux maires, ceux de Neuville-le-Roi et de Chinon. Dans tous les territoires du département, il y a des projets de mutualisation, mais ces projets de mutualisation apporteront leurs fruits en termes de réduction de coûts de fonctionnement que d'ici quelques années. Et même quelquefois, les mutualisations créent dans un premier temps des coûts supplémentaires. On ne pilote pas les départs en retraite, et que les départs en retraite, ils se feront au fil de l'eau. Et que moi, par exemple, sur la ville de Chinon, 180 agents, j'ai dans les 5 ans qui viennent 4 à 5 départs en retraite possibles. Et on n'est pas à la hauteur des enjeux, puisque la baisse des dotations, c'est près de 700 000 euros, et que ça représente 15 emplois et non pas 5 emplois. Le préfet aura rappelé lors de ce congrès que l'État restait aux côtés des collectivités locales pour soutenir l'investissement. Jean Germain, le sénateur, a lui aussi apporté sa pierre à l'édifice, plaidant pour une dotation minimale pour les communes rurales, à l'image du SMIC pour les salariés. Les communes de moins de 1000 habitants, il faut caser une dotation de base qui soit une espèce de SMIC communal et que ça ne soit pas au nombre d'habitants. Chacun peut le comprendre. Il faut que les communes produisent de l'énergie. Je crois que certaines le font. Vous feriez un interview intéressant du maire de Saint-Genoux qui vous expliquera que 80% de ses dépenses de fonctionnement, d'entretien sont payées maintenant par sa production d'électricité. Un message délivré donc lors de ce congrès, investir c'est encore possible, mais ce n'est pas majoritairement l'avis des maires qui l'ont fait savoir en applaudissant largement leurs collègues lors de prises de parole pour dénoncer la situation actuelle. Et j'ajoute que le député maire UMP de Saint-Cyr-sur-Loire, Philippe Briand, n'était pas présent aujourd'hui. Frédéric Thomas désigné par son parti dans le canton de Tours-Nord. Le Parti socialiste d'Indre-et-Loire en a décidé ainsi hier soir lors du vote interne en vue des élections départementales des 22 et 29 mars prochains. Les adhérents ont désigné leur candidat par canton. Une surprise, Alain Michel n'a pas été désigné sur le canton de la Riche-Ballan-Miré. Une situation qui sera réglée ces prochains jours lors d'un conseil fédéral. Il faut maintenant s'attaquer à un chantier bien plus difficile, l'union avec les partenaires de gauche. Les négociations se poursuivent. À Mazières de Touraine, en Indre-et-Loire, suspicion de pollution sur le site de Palpac. Des investigations sont actuellement menées pour déterminer s'il existe des résidus de produits chimiques susceptibles d'être dangereux. Certains ont-ils été enfouis sous terre. Des équipes spécialisées de la gendarmerie nationale et l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement santé publique tentent d'y répondre. On vous emmène à présent sur une plateforme particulière sur le site du CHU Trousseau. Le CETRA, Centre de traitement et de régulation de l'alerte. Sa mission, réceptionner les appels d'urgence aux pompiers et au SAMU. Sa particularité, une même équipe gère l'ensemble des appels. Ce qui est unique en France. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, se rendra d'ailleurs sur place demain pour rencontrer ces équipes. En 2013, elles ont réceptionné près de 240 000 appels. Agnès Michaud. Que vous ayez composé le 15, le 18 ou le 112, depuis Yzeure-sur-Creuse ou bien Château-Lavallière, votre appel arrive ici, au CETRA, le centre de traitement et de régulation de l'alerte situé à Trousseau.
Inaugurée en 2007, cette plateforme d'appel d'urgence est comme une vingtaine d'autres en France, commune aux pompiers et au SAMU. Mais ici, on va même plus loin, puisque c'est le premier site à disposer d'un décroché unique. En clair, les pompiers répondent indifféremment aux appels destinés au SAMU ou à eux-mêmes et vice-versa. Puis les informations recueillies sont rentrées dans un logiciel commun. Pompier SAMU, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Deux secs. Je vous passe mes collègues du SAMU, monsieur. Les avantages sont multiples. La mutualisation des moyens permet bien sûr de faire des économies. Le temps d'attente des appelants est réduit et les services de secours gagnent en efficacité. Supposons que cette fois-ci ce soit un appel qui arrive sur le 15, qui justifie le 15 mais avec un départ immédiat des secours. Donc là, les pompiers étant prévenus en même temps, puisque c'est le même opérateur qui reçoit l'appel, les secours pompiers vont être engagés immédiatement. Le médecin régulateur va pouvoir faire son diagnostic directement au téléphone. Voilà, donc on n'a plus cette perte de temps qui faisait que la loi nous impose d'avoir une interconnexion téléphonique. Là, l'interconnexion, elle est humaine. Donc la réponse est immédiate. Et de l'efficacité, il en faut, puisque la dizaine de personnes présentes en permanence sur la plateforme gère en moyenne 650 appels par jour. On passe au sport. Le TVB n'a rien pu faire face à Ankara hier soir en Ligue des Champions. Les Tourangeaux se sont inclinés 3-7-1 et ont pu ainsi mesurer l'écart qui les sépare des meilleures équipes européennes. Seul point positif, le retour en forme de David Konechny qui a marqué 23 points. Le résumé de la rencontre avec Florent Carrière et Romain Delville. Troisième journée de Ligue des Champions et toujours pas de victoire pour le TVB dont les espoirs sont maintenant tournés vers la Coupe CEV. Cette fois, face à Ankara, vice-champion de l'édition 2014, ça ne s'est pas joué au tie-break mais en 4-7. Le club turc, supérieur dans tous les domaines, a montré l'écart qui sépare les meilleures équipes européennes et les meilleures équipes françaises. On joue Ankara dans sa poule qui était finaliste de la Coupe d'Europe cette année, l'année dernière. Pérouse qui joue le final fort, on sait que c'est compliqué. Il y a une lutte dans laquelle on ne joue plus. Hein. Il faut aussi, ils ont des moyens financiers et bien grâce à eux, tant mieux. Mais à un moment donné, quand les meilleurs joueurs du monde sont répartis sur 5-6 équipes, compliqué. Et compliqué, ça l'a été dès l'entame de match. Menés 4-1, les volleyeurs tourangeaux ont un retard à l'allumage, courent après le score. Et à 20 partout, les Turcs mettent le coup d'accélérateur décisif pour s'imposer 25-22. Deuxième manche, le TVB trouve les clés, mène 10-8 à base d'agressivité face à la régularité d'en face. Ankara recolle bien en fin de set, mais c'est Tours qui arrache la manche 26-24. C'est là qu'on a eu plus d'agressivité, on a gagné le set, on a fait beaucoup de points. Et puis au bloc, à l'attaque, en récep, même si on a un peu de difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a été agressif en récep, qu'on a pu avoir des réceptions meilleures et qu'on a pu élaborer l'offensive. L'ogre turc retrouve son appétit dans les 3 et 4e manches. Rarement à moins de 3 points d'écart, le groupe d'Ankara déroule son volley pour s'imposer 25-20 et 25-17. C'est dommage, on a bien joué au début, mais on était un peu trop calme, moins agressif. Après, on a explosé au récep. Avec 2 points en 3 journées, le TVB est dernier du groupe G. Un groupe à 2 vitesses avec Pérouse et Ankara inatteignables. Il faudra battre Maazek pour entrer en Coupe CEV. Philippe Candeloro à la patinoire de Tours. Le célèbre patineur artistique se produira avec son équipe pour un show d'1 heure, place Anatole France. Un show piloté par la mairie mais qu'elle n'a pas financé, car faire venir Philippe Candeloro représente un coût important. L'équipe municipale a donc fait appel à des partenaires privés. On écoute Céline Ballesteros, l'adjointe au commerce à la ville de Tours. Une opération qui a été décidée très rapidement puisqu'en 15 jours il a fallu mettre sur place cette animation, contacter M. Candeloro et se mettre d'accord sur une enveloppe globale qui est entre 7 et 8 000 euros pour sa venue ici sur Tours. Nous avons décidé de faire participer nos partenaires, nos entreprises au rayonnement de la ville et c'est sous l'impulsion de notre nouvelle municipalité qu'ils viennent à nous maintenant et qu'ils collaborent en termes financiers sur toutes nos manifestations, en termes de culture, de sport et aussi de loisirs. Le boom des livres de cuisine, émissions télé, ateliers sucrés-salés, la gastronomie a le vent en poupe, elle passionne et séduit le plus grand nombre, parents et enfants. Et forcément, les livres se vendent comme des petits pains. Mathieu Lignot et Thomas Bignon. Au rayon des livres pratiques des librairies, les ouvrages de cuisine se taillent la part du lion. Certains éditeurs se spécialisent dans un marché ultra concurrentiel. Et chaque maison essaye d'attirer des cuisiniers connus. C'est aussi un plus d'avoir du grand nom. Je prends l'exemple du Michalak, du Carnet de Julie, dans le sens où c'est vraiment des recettes pareil, accessibles pour tout le monde. Donc c'est plutôt intéressant aussi pour nous.
Mais pour aller peut-être un peu plus loin, certains écrivent sur les racines de la cuisine, le produit. Xavier Mathias est un agriculteur bio qui échange parfois son râteau contre son stylo. Dans ses livres, il raconte les légumes originaux qu'il produit et qu'il cuisine aussi. La question de l'éditrice, c'était « Moi j'aime bien ce que tu fais, je veux juste que tu nous racontes ce que tu fais. » C'est pas forcément de faire un manuel, même s'il faut bien sûr qu'il y ait des indications pour pouvoir cultiver, mais surtout que tu témoignes de toi, ce que tu fais. À Chédigny, Xavier expérimente, recherche. Poire de terre ou capucine tubéreuse, il sait que les fruits et légumes qu'il cultive se mangent, reste parfois à savoir comment. Ça c'est un concombre. Et c'est un concombre qui sait se défendre. Hein. Donc, alors, son problème, c'est que voilà, on ne sait pas comment cuisiner pour qu'il soit bon. On sait faire des présentations super originales avec, mais il faut qu'on trouve le moyen de faire des préparations un peu plus malines avec. Son dernier livre a remporté le prix Saint-Fiacre, petit prix Nobel de littérature pour les livres de jardin. Dimanche, au Salon du livre gastronomique de Tours, Xavier dédicacera son livre, tout en présentant quelques-uns de ses légumes préférés. Et comme vous venez de l'entendre, la ville de Tours s'y met elle aussi, puisqu'elle présentera son tout premier salon du livre gastronomique des mots et des mets qui se tiendra tout au long de ce week-end dans le péristyle de l'Hôtel de Ville. On en parle justement avec l'invité de la rédaction ce soir, Kylian Stingel de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Voilà, c'est la fin de ce journal et on se retrouve donc avec l'invité. À tout de suite.